Hier déjà, la question s'est posée dans nos discussions de la légitimité d'une comparaison entre le cas de la Syrie aujourd'hui, sa situation tragique, et un certain nombre d'autres expériences qu'on a connues en Europe ou dans le reste du monde et dont certaines sont encore très vives et même très douloureuse. Le cas de l'ex-Yougoslavie, déchirée, comme vous le savez, par des guerres qui se sont finalement déroulées de 1991, en commençant par des affrontements en Slovénie, et qui se sont terminés en 2000, une dizaine d'années presque après des tentatives d'épuration ethnique au Kosovo. Cette expérience-là, évidemment, est une de celles qui frappe le plus l'imagination et aussi inspire la réflexion. Bien entendu, j'insisterai sur les très nombreuses différences, mais vous serez vous-même frappé par un certain nombre de rapprochements qui sont également possibles avec la situation de la Syrie, et notamment le rôle paradoxal que le facteur culturel a pu jouer à la fois dans l'éclatement du conflit et aujourd'hui dans ses tentatives de dépassement. En effet, la culture peut être une arme de guerre comme un moyen de résistance. C'est ce que nous allons essayer de montrer. Dans le passé, l'ex-Yougoslavie avait la réputation d'un État où les communautés vivaient pacifiquement ensemble, et ce, malgré un certain nombre de différences marquées, non pas tant du point de vue linguistique. C'est la Slovénie qui fait exception, effectivement, avec une langue slave distincte du serbo-croate, la Macédoine avec des parlers locaux et notamment une composante albanaise importante, mais l'ensemble du pays étant quand même capable de communiquer et d'échanger sans aucune difficulté dans la même langue nommée serbo-croate, cette langue qu'aujourd'hui les Serbes appellent le serbe, les Croates le croate et les Bosniaques quelquefois le bosnien. La différence marquante étant simplement au niveau de l'écriture, puisque les Serbes et les Monténégrins ont l'habitude d'écrire en caractère cyrillique, et les Croates et la plupart des Bosniaques plutôt en caractère latin. Les différences confessionnelles devraient être extrêmement relativisées dans un pays qui a connu une sécularisation, une laïcisation parfois forcée, très très grande. Il n'empêche que le passé a encore laissé ses traces et que donc un certain nombre de communautés ou de collectivités se sont définies sur la base de critères qui pouvaient être ethniques ou religieux, orthodoxes, catholiques, peu de protestants, en revanche des Roms assez nombreux, des tziganes d'Europe centrale pratiquant aussi bien la religion catholique que la religion orthodoxe ou la religion évangélique, une communauté juive importante à Sarajevo jusqu'au début de la guerre, et bien sûr des musulmans, mais vous devez bien garder à l'esprit que le terme de musulman en Bosnie-Herzégovine désigne non pas une religion, mais une nationalité. Se déclaraient musulmans beaucoup de personnes qui n'observaient absolument pas la foi islamique, mais qui, en revanche, se reconnaissaient dans des filiations, dans des traditions culturelles, culinaires, quelquefois aussi, liées à l'ancien empire ottoman. Quand on regarde la carte du dernier recensement après la guerre, on est frappé par le maillage extrêmement serré du territoire, et on voit très nettement que la Bosnie-Herzégovine, au milieu de cet ensemble géographique,
qui finalement a été formée au lendemain de la Première Guerre mondiale et a vu ses frontières modifiées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Bosnie-Herzégovine est une mosaïque avec des nationalités réparties un peu partout, y compris bien entendu dans la capitale Sarajevo. Et donc on peut penser que le modèle d'un développement basé sur la citoyenneté, sur l'égalité entre des individus sans tenir compte de leur origine ou de leur appartenance devait l'imposer. Sauf que, dans ces recensements, on demandait aux gens de se définir et que cette définition a pu être instrumentalisée par un certain nombre de politiques. Vous remarquerez peut-être, je ne sais pas si le tableau est assez clair, qu'il y a même une petite partie de la population, non, on ne le voit pas ici, qui se définissait comme yougoslave, puisque c'était une des nationalités possibles en Yougoslavie. C'était en général ceux qui avaient le plus de sympathie pour le régime titiste qui avait unifié en effet ce vaste ensemble. Alors, le 14 décembre 1795, après une guerre dont la sauvagerie est venue évidemment à la connaissance du public à travers les médias et a donné lieu ensuite à des procès devant la Cour pénale internationale de La Haye, une constitution est intervenue pour, d'une certaine façon, permettre ce qui devait être une transition vers la démocratie et surtout vers un état de droit reconnaissant les différentes composantes communautaires ou identitaires. Sauf que cet accord imposé dans le camp de Dayton sous la pression internationale, avec une très très forte influence des États-Unis d'Amérique, ces accords ont de fait figé les lignes de front, ont, à la faveur de quelques échanges territoriaux, reconnu les annexions de fait, et c'est tout particulièrement frappant dans le cas des deux villes qui ont été annexées par la force et dont la population a été massacrée, les deux enclaves de Zepa et de Srebrenica, qui se sont trouvées finalement les récompenses d'une politique de conquête et d'agression. On le voit bien puisque la troisième enclave qui était protégée en principe par les Nations Unies, celle de Goražde, mais qui a été défendue les armes à la main par les habitants et un petit détachement militaire bosniaque, celle-ci a pu rester partie intégrante de la République de Bosnie-Herzégovine, alors que le lieu du crime, Srebrenica, est devenu terre serbe. Cette carte issue de Dayton, vous le voyez, avec son enclave de Goražde sur la, je ne sais pas comment pointer, mais enfin je pense que vous le voyez sur la droite du pays, c'est cette espèce de petite boucle rouge. Elle serpente en fait le long des lignes de front sans tenir grand compte de la répartition d'origine des nationalités. Si tant est du moins que ces nationalités aient une véritable signification et qu'on la fasse emporter sur la citoyenneté. Les deux entités, celles qui donc occupent essentiellement le nord et l'est du pays, la Republika Srpska, dominée par les nationalistes bosno-serbes appuyés par Belgrade, et celle qui occupe le centre et l'ouest pardon, j'ai dit l'ouest tout à l'heure, l'est du pays pour la Republika Srpska, et celle qui occupe plutôt le centre et l'ouest du pays, c'est-à-dire la Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine, ces deux entités se trouvent dans la constitution de Dayton, séparées de fait, avec des gouvernements distincts, un fédéralisme très poussé et un gouvernement central placé dans un état de relative impuissance. J'ai des étudiants en Belgique, comme je l'expliquais tout à l'heure, et ils ont, eux, l'habitude de penser, de croire que quiconque comprend le fonctionnement du régime politique belge
est capable de démêler n'importe quelle situation politique de par le monde. Mais il y a une exception, c'est celle de la Bosnie-Herzégovine, encore 20 ans après, ou 19 ans après les accords de Dayton. Notez que l'imposition de ces frontières internes, cette partition que les Syriens aujourd'hui redoutent tant par rapport aux perspectives éventuelles d'une enclave alaouite autour de Latakia, cette partition entraîne ce à quoi elle est censée remédier, c'est-à-dire la division ethnique, puisque les populations ont tendance à se situer de part et d'autre d'une frontière certes artificielle, mais à l'intérieur de laquelle ils se sentent plutôt protégés. Voyez donc que cette homogénéisation a déjà tendance à se produire et que les parties claires de la carte, qui correspondent à une majorité de peuplements serbes, ont tendance à s'unifier et s'homogénéiser beaucoup plus que dans le passé. Et ça aboutit évidemment à cette instrumentalisation de toutes les différences culturelles. On en vient à prétendre que les langues parlées dans le pays sont différentes et bien entendu que les mentalités, les cultures et les traditions le sont également. C'est l'achèvement du programme des nationalistes qui avait mis à profit une période de transition après la fin du communisme titiste, du régime du maréchal Tito, pour occuper l'espace vacant et se constituer des clientèles électorales. Alors, de là à dire que la culture a été un facteur de guerre, il y a un pas que je franchis hardiment, mais en précisant bien sûr que ce n'est pas n'importe quelle culture. C'est une culture qui est faite en grande partie de la simplification de l'histoire, d'une lecture univoque et d'une interprétation presque toujours orientée vers la désignation de l'ennemi. Par exemple, dans le camp de la République serbe de Bosnie, Republika Srpska, on continue de présenter, comme d'ailleurs à Belgrade aujourd'hui même sur les affiches électorales, la défaite que les Serbes ont connue en 1389 au Champ des Merles de Kosovo-Polje comme un acte certes sanglant et funeste, puisqu'il s'agit d'une défaite, mais fondateur d'une identité serbe qui dépasserait les frontières de l'actuelle République. Il ne vous a peut-être pas échappé que dans ces figures assez sinistres qu'on a vues défiler au tribunal international de La Haye, il y avait des philosophes, un psychiatre, quelqu'un qui n'a pas pu y aller parce qu'il s'est suicidé finalement, Nikola Koljevic, un très distingué traducteur de Shakespeare en serbe, bref, des gens de culture, mais qui ont cherché à forger une identité à partir d'un certain nombre de caractères et de clichés en simplifiant les représentations. Sarajevo a donc été le théâtre d'affrontements qui la dépassait. Les coups de feu lancés sur cette ville que vous voyez ici autour de sa rivière, la Miljacka, enclavée dans un cirque de montagne. Cette ville a toujours, peut-être le distinguez-vous sur la photo, connu la cohabitation pacifique des minarets, des clochers orthodoxes avec leurs bulbes et des croix catholiques pour les églises qui étaient effectivement plutôt fréquentées par des croates de confession catholique. La photo que vous voyez est prise très près d'un cimetière juif dont je vous montrerai tout à l'heure une image, et ce sont donc ainsi les trois grandes religions du livre et leurs différentes interprétations qui étaient rassemblées, et les Bosniaques de Sarajevo étaient, et pour certains d'entre eux sont encore, très fiers de ce que cette coexistence non seulement permettait d'entendre résonner
à toutes les heures du jour aussi bien l'appel du muezzin que les cloches de l'église, mais que pour les enfants, elle était pain béni puisque ça permettait de cumuler les vacances lors des fêtes religieuses de chacune des religions essentielles. Mais une autre particularité de cette ville que vous voyez, c'est qu'elle est évidemment complètement dominée par les collines alentours, ce qui a permis à partir du 4 avril 1992, aux nationalistes serbes, appuyés par l'armée fédérale de Yougoslavie, qui était en réalité aux ordres du régime de Milosevic à Belgrade, de tirer pas simplement avec des armes légères, aussi avec des armes lourdes très rapidement. Et là, vous voyez les tours UNIS, qui étaient les symboles de la fierté de cette ville olympique, qui sont directement frappés par les obus. La ville étant construite de façon très simple sur le plan historique, vous le voyez ici sur ce plan du siège, qui vous montre que vous avez à droite, là où vous voyez marché de Marcalais et des massacres qui ont été commis par les moyens de tir de mortier, c'est la partie de la vieille ville. La partie dans laquelle vous voyez le trait rouge de Sniper Alley commencer, partie est, c'est la jonction avec la ville du XIXe siècle, la ville austro-hongroise. Et puis la partie au bout de Sniper Alley, c'est celle qui correspond plutôt à la ville moderne, la ville socialiste ou titiste, et qui se termine par l'aéroport, aéroport sous les pistes duquel le seul moyen de rejoindre le reste du monde, la Bosnie centrale, à travers le mont Igman, ce tunnel qui servait auparavant à faire passer des câbles, a permis la survie de la ville. Bon, ça a été aussi le théâtre de très nombreuses histoires pour les habitants, qui racontent par exemple la transhumance des moutons venus célébrer à leur manière la fête de l'Aïd à travers le tunnel et cherchant à refluer évidemment quand ils ont compris ce qui leur arrivait, mais et surtout quand ils ont compris que les humains à Sarajevo n'étaient pas mieux traités que les ovins. C'est un moyen, peut-être, cette anecdote de renverser la version que je présentais tout à l'heure du rôle de la culture dans la guerre, parce qu'effectivement, les artistes, les intellectuels, les universitaires, les écrivains, mais beaucoup plus largement, une grande partie de la population a assez vite compris que pour tenir dans le siège, il ne suffisait pas de pain et d'eau, qu'il fallait aussi des motifs puissants pour maintenir l'existence collective, et que de ce point de vue, le cinéma, la littérature, mais plus largement tous les partages, toutes les rencontres que permettent, toute la découverte de l'altérité que permet la création artistique, devaient être un point d'appui. Des artistes l'ont compris à l'extérieur. J'ai fait partie de ceux qui ont encouragé un certain nombre d'actions culturelles en lançant avec des amis une association qui s'appelait Sarajevo, capitale culturelle de l'Europe. Nous avons agi à la demande du directeur du festival d'hiver de Sarajevo, Ibrahim Spajic, et que ce soit des initiatives organisées depuis l'extérieur avec le soutien de d'autres villes qui avaient été déclarées, elles, officiellement capitales culturelles de l'Europe, comme Anvers ou Lisbonne, ou que ce soit de façon spontanée, comme ce violoncelliste qui a, à heures régulières, pendant plusieurs semaines de siège, été joué dans les ruines de la Bibliothèque nationale de Sarajevo, dont les manuscrits comprenant notamment une des plus anciennes Torahs et de très anciens Corans, parmi les plus anciens exemplaires qu'on ait en Europe, ont été sauvés de justesse de l'incendie causé par les nationalistes. Ce violoncelliste a été effectivement un des symboles de la résistance intellectuelle et culturelle de Sarajevo. Les jeunes artistes ont été aussi des fers de lance de cette résistance
en jouant avec beaucoup d'ironie sur la manière dont le monde entier regardait ce siège moyenâgeux avec des instruments de communication extrêmement modernes et tout cela en direct sous l'œil des télévisions. Cela nous rappelle évidemment quelque chose aujourd'hui avec l'investissement des jeunes artistes syriens dans dans les efforts de soutien à la société civile. Des personnalités étrangères, ici mon ami le metteur en scène français François Tanguy, dans les ruines d'un théâtre à Sarajevo, ont été jouées sur place. Suzanne Sontag y a joué en attendant Godot, Godot devenant non plus le personnage absent de Beckett, mais peut-être l'aide internationale qui tardait à venir, et beaucoup d'autres intervenant quelquefois de façon complètement, le plus souvent de façon complètement bénévole. Alors, à l'issue de ce siège, l'état de destruction de la ville était spectaculaire. Pour y avoir été 2 fois dans cette période, notamment pour rebâtir une coopération universitaire, je peux en témoigner, et ce sont des images qui doivent nous faire penser aujourd'hui à la situation de Homs ou d'Alep ou de Deraa. Les communautés ont été directement touchées. Les Tziganes sont partis quand ils ont compris qu'ils risquaient d'être les otages de ce conflit. Les Juifs n'ont laissé pratiquement que les pierres tombales ancestrales. À la place, des cimetières se sont improvisés un petit peu partout, comme par exemple près de la piscine, près de la patinoire olympique et près du stade olympique d'hiver de Sarajevo, ou ici encore tout près de l'ancien cimetière juif que je viens de vous montrer, sur les pentes et les collines de Sarajevo. Vous voyez que les tombes sont toutes de la même époque et de la même année. Alors la reconstruction bat néanmoins son plein, avec toujours une dose d'ironie que vous pouvez noter, comme ici par exemple devant le musée national, mais cette reconstruction a peut-être un petit peu comme celle de Beyrouth déjà affiché un certain nombre de stigmates des méthodes dont nous avons parlé ce matin et qui aboutissent à concentrer l'argent sur le devant de la scène architecturale et urbaine en délaissant beaucoup l'intérieur de la ville. Vous voyez que les 2 tours qui avaient brûlé ont été ici reconstruites de façon peut-être encore plus laide qu'auparavant d'ailleurs, mais en tout cas ce sont des symboles importants de la ville, qu'une nouvelle tour a poussé. L'argent vient du Golfe, l'argent vient de Turquie, l'argent vient d'Europe, mais il se concentre essentiellement sur la ville et sur quelques grands éléments. Évidemment, on construit des mosquées, absolument pas dans le goût du pays, puisque c'est une tradition ottomane et on avait des mosquées avec très graciles minarets et de très simples structures inspirées de grand architecte Sinan de Istanbul, et aujourd'hui ce sont plutôt les mosquées sur plan saoudien ou des Émirats du Golfe. Alors quand on va au centre-ville de Sarajevo, cette photo doit dater de 2007, on a l'impression d'être à Bâle ou à Zurich. C'est une ville aimable, plus aimable encore que Belgrade, que j'ai visité récemment, mais cela ne doit pas faire illusion. Derrière les bars ou les vitrines de magasins de vêtements, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre-ville, on arrive à des quartiers de plus en plus dégradés et on constate que la misère sociale est très importante. C'est la raison pour laquelle des mouvements sociaux ont fini par se lever en 1994, cette année, en février, des manifestations qui mettent en avant, parmi leurs revendications, ici à Sarajevo,
avec une violence qui évidemment est très très légère par rapport à ce que la ville a connu, mais qui en dit long sur l'exaspération d'une partie de la jeunesse. On met en avant les revendications sociales et des revendications politiques, lutte contre la corruption et aussi refus d'un chômage endémique qui touche de 50 à 60% des jeunes, y compris diplômés. Je termine très vite. Tuzla même, une ville qui avait la particularité de ne pas être dominée par les nationalistes, une ville où il y a beaucoup de réfugiés, notamment des femmes de Srebrenica, a également connu les mêmes manifestations avec comme essentiel mot d'ordre la lutte contre la corruption des élites qui accaparent l'argent de la reconstruction, même les sociaux-démocrates étant devenus, avec très peu de différence avec les autres partis, des croqueurs de subventions internationales. Alors contre cela, et j'en viens à ma conclusion, il y a évidemment eu ce mouvement des plénums de la jeunesse, qui ce sont de grandes assemblées générales qui se sont regroupées avec des échos de ce qu'on a pu connaître dans d'autres villes comme à Madrid ou à New York, Occupy Wall Street ou les Indignés, mais avec comme but tout de même de poser d'abord des revendications dans le domaine de l'éducation, un projet d'université populaire qui va évidemment fortement intéresser Claude Yacoub, des demandes de contrôle social sur la distribution de l'aide internationale et l'hypothèse d'une constitution plus intégratrice mettant en avant la citoyenneté et non pas l'appartenance nationale, mais qui représente un chiffon rouge pour la Republika Srpska, dont la capitale, Banja Luka, est restée, elle, à peu près à l'écart des troubles grâce au contrôle social, favorisé notamment par l'appui de Belgrade. Vous voyez qu'un forum de paix est prévu à Sarajevo en début juin, du 6 au 9 juin 2014. C'est une initiative de la société civile, marginale au départ. Il a fallu pour les organisateurs bosniaques, mais également d'autres pays européens ou du reste du monde, faire preuve de beaucoup d'insistance, de conviction, de bonne volonté, parce que tout représentant de la communauté internationale, qu'ils viennent des ONG ou de l'Union européenne ou des instances officielles, est aujourd'hui suspecté d'avoir développé une aide bureaucratique ou de favoriser des actions, même sur le plan culturel, qui sont considérées par la jeunesse comme de la poudre aux yeux et non pas comme des solutions claires. Un seul exemple, Sarajevo est aussi la ville, pas simplement le creuset de toutes les cultures européennes, mais aussi le lieu où a explosé la première déflagration de la Première Guerre mondiale en 1914 avec l'assassinat de l'archiduc Ferdinand par le jeune nationaliste serbe Gavrilo Princip. Donc il y a eu beaucoup de grandes manifestations internationales. La France et l'Allemagne, très concernés par ce conflit, ont mobilisé des fonds importants pour que Sarajevo soit un des lieux du centenaire de la guerre, pour redire à nouveau plus jamais ça. Mais la mesure phare qui a été trouvée a été d'inviter l'Orchestre Philharmonique de Vienne, l'un des plus coûteux de la planète, pour jouer à Sarajevo devant un public d'officiels internationaux descendus de leur limousine ou de leur puissant 4x4, et cela sans aucun regard pour la scène culturelle et artistique pourtant vivace, alternative ou indépendante de ce pays. C'est pourquoi les thèmes qui sont mis en avant dans ce forum seront celui, entre autres, de la culture de paix et de non-violence, mais aussi d'un travail sérieux de recherche et d'éducation sur le passé. Alors, mes 5 conclusions. Pardon d'avoir dépassé le temps, mais je m'expliquerai avec le modérateur de la séance. Il est absolument indispensable, je résume, que dans tous les processus qui sont mis à l'œuvre, et pas seulement au moment où enfin les armes se sont tues, mais dès la préparation d'une transition vers la démocratie, on tienne compte du facteur intellectuel. Sans libre expression, sans pensée critique, sans rapport
libre et multidimensionnelle au passé, ce sont de vieilles interprétations qui reprennent le dessus et les facteurs d'assignation identitaire qui renvoient chacun aux appartenances peuvent à nouveau causer le conflit. C'est pourquoi le point essentiel, c'est celui de l'investissement de la société civile dans les choix politiques, économiques et urbanistiques qui vont conditionner son avenir. Et cela pourrait se développer évidemment en se déclinant sur les différents thèmes qui sont généralement à l'ordre du jour après un tel conflit. Une justice qui est la condition nécessaire de toute réconciliation, tant que les criminels et les principaux exécutants se pavanent et peuvent toujours organiser des partis politiques comme ceux d'ailleurs qui tiennent le haut du pavé encore aujourd'hui à Belgrade. Il est difficile d'envisager une pleine et complète réconciliation. Le développement d'une culture de concorde civile, ça passe par l'examen du passé et ça ne peut pas se faire sans chercheurs indépendants. Et donc le rôle de l'université, mais de la presse et des artistes est important. L'ouverture des frontières, la circulation à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, c'est essentiel. Ça suppose des infrastructures, Monanour l'a dit tout à l'heure, mais ça suppose surtout une ouverture des frontières et de démanteler tous ces postes de prélèvement de la richesse intérieure que sont les frontières tenues par des milices ou des organisations nationales. Et enfin, bien entendu, puisque nous parlons de reconstruction, une planification urbaine qui pense qu'il est absolument nécessaire de favoriser l'investissement des habitants, mais aussi le contrôle social des habitants sur les plans qui seront adoptés et sur les modalités de construction. Le mot édification, vous le savez, en français a deux sens. C'est la construction matérielle, l'architecture, c'est aussi la construction intellectuelle, l'éducation. Et c'est évidemment avec cette éducation qui va être développée par les autres intervenants notamment que je conclurai en vous remerciant et en faisant évidemment tournant le regard vers la Syrie parce que il est évident que dans la reconstruction de la société civile, nous devons penser d'abord à la jeunesse. Les gens qui se sont mobilisés à Sarajevo, à Tuzla, que j'ai montré tout à l'heure sur la photo, pour nombre d'entre eux n'avaient pas 5 ans au moment de la conclusion des accords de Dayton et n'étaient pas nés au début de la guerre. Donc c'est aussi avec eux et en pensant à eux que doit s'imaginer tout processus de reconstruction civile. Merci beaucoup. Alors j'ai explosé le compteur et donc je ferai des réponses très très courtes aux remarques ou aux questions s'il y en a. Et ensuite on fera une petite pause. Oui. J'ai bien écouté votre exposé qui était très charmant d'ailleurs. Par contre, la comparaison avec la Syrie, c'est Sarajevo a été soutenu quand même, les populations de Sarajevo a été soutenues par Bernard-Henri Lévy, la liste européenne pour les élections européennes. Alors, qui va soutenir la ville comme Homs, par exemple, qui était détruite complètement? On a soutenu Sarajevo parce qu'il est proche de l'Europe, mais qui va soutenir les villes syriennes qui sont en train de se détruire l'une après l'autre? Quelles sont ces forces? Et s'il y a des forces, dites-les-moi. Merci. Alors, juste, je peux vous faire une réponse à titre personnel, puisque j'ai été un des initiateurs de la liste L'Europe commence à Sarajevo. Non, mais en fait, il tombe. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, très bien. Mais j'ai été aussi un des initiateurs de l'appel à la solidarité pour le peuple syrien et les personnes qui se sont mobilisées pour la Syrie en France, artistes et intellectuels, ce sont à peu près les mêmes. Je ne citerai pas Bernard-Henri Lévy, dont le rôle n'a pas été ni éminent ni très utile après son implication très près de Nicolas Sarkozy dans le cas libyen. Mais en revanche,
je ne peux que vous approuver quand vous demandez qui aidera les Syriens. Je note simplement que les habitants de Sarajevo sont restés, vous l'avez vu, pendant environ 46 mois en état de siège. Donc, bien qu'au cœur de l'Europe, bien que exaltant les valeurs de coexistence et de citoyenneté à l'européenne, ils ont quand même été abandonnés. Ça nous donne une idée de l'intensité de la solitude des habitants de Homs et d'Alep. Je ne peux que partager votre angoisse et votre inquiétude, mais n'opposons pas forcément un cas à l'autre, cherchons simplement à voir comment cette expérience nous aide à penser aujourd'hui pour les Syriens. Merci de votre présentation. C'était juste pour vous dire que même avec tous les aspects similaires entre ce qui est arrivé en Yougoslavie et Sarajevo et ce qui arrive actuellement en Syrie, il y a une spécificité qui était dans la région, surtout en Syrie, que une vraie dimension qui donne une faiblesse à tous les projets de sortie de ce problème-là, c'est un aspect politique. Chacun il a récemment développé un aspect identitaire basé sur des mythes dans l'histoire, moitié vrai, moitié gonflé, et il se haït dans le sens que même s'ils ont la même culture, même si les musulmans de la Syrie, qui sont à peu près 90% de la population, ils ont été déjà 90% d'origine chrétienne, mais une division entre musulmans, chiites et sunnites, basée sur des mythes qui a engendré même entre des villages qui s'est cohabité récemment. Pour la question de l'utilisation de culture, oui, on a en général une culture homogène et on peut l'investir par exemple dans une vaste opération de réconciliation et d'abaisser un petit peu la tension. Mais la question de développer un aspect d'identité nationale qui peut réunir les Syriens et reste jusqu'à maintenant, et surtout après ces 3 ans de révolution, de guerre, un aspect qui était tellement difficile. Je ne sais pas comment éventuellement ce genre de culture ça va attribuer à réconcilier dans des déchirures qui sont assez profondes comme ça. Merci. Merci pour votre question. J'ai beaucoup réfléchi à celle-ci et depuis une vingtaine d'années justement. Et je crois que tous les programmes d'éducation à la tolérance, tous les programmes favorisant l'ouverture, la reconnaissance de l'altérité, auxquels participent des pédagogues, des pédopsychiatres, des psychologues, mais aussi des artistes, sont vertueuses, mais absolument insuffisantes quand les gens sont démunis entièrement de perspectives. Ce qui favorise le plus l'identification à une communauté et la désignation d'une communauté adverse comme ennemie, c'est l'absence de perspectives d'avenir qui pousse à chercher des explications et des solutions et une raison d'être dans le passé. Et donc, je crois qu'il faut être très attentif à ça. Il y a une certaine forme de discours bien pensant qui est fortement développé, non seulement dans les organisations internationales, mais aussi dans les organisations non gouvernementales, et qui finit par considérer un peu les personnes de ces pays en proie à des divisions ou à des guerres civiles comme des analphabètes de la citoyenneté, comme des gens qui n'auraient pas bien compris qu'au XXIe siècle, il faut être aimable avec son voisin, oubliant qu'en réalité, ces populations avaient, pendant des décennies, développé des modes de convivialité très forts, tissés par le commerce, par la culture et même parfois par le dialogue interreligieux. Donc pour aider ces formes de convivialité, ce que les Bosniaques, eux, appelaient le komchiluk, qui est une forme de coexistence pacifique entre voisins,
à reprendre le dessus, il faut d'abord donner aux gens des raisons d'avoir confiance dans le présent et dans l'avenir. Donc en leur attribuant un rôle et en leur permettant de prendre eux-mêmes part à la reconstruction. Florence Olivry, je voulais vous demander par rapport au rôle des artistes dans la crise syrienne, est-ce que vous avez l'impression depuis 3 ans qu'il y a la naissance de nouvelles vocations artistes syriennes qui commencent à être connues, à voir le jour et à pouvoir être capables de parler de la Syrie? Et est-ce que vous voyez un investissement croissant des artistes non syriens, peut-être français, ou est-ce qu'au contraire vous voyez un essoufflement? Alors, il y a eu, je vais répondre d'abord par la fin, la deuxième partie de la question, comment les Français ou les Européens ont réagi. Au début, lorsque nous avons lancé notre appel à Avignon à l'été 2011, l'écho a été immédiat et très fort. Et il s'est amplifié jusque dans le milieu de l'année 2012. Et puis quand le conflit, par la force des choses, s'est militarisé sous la violence des provocations du régime de Bachar al-Assad, quand les gens ont commencé à prendre des armes pour se défendre, et quand les groupes islamistes ou djihadistes sont apparus sur le devant de la scène dans certaines régions, ça a été, comme vous le savez, amplifié très fortement par les médias et ça a contribué à, non pas une démobilisation ou une désaffection des élites intellectuelles, mais à une démoralisation, comme si la cause leur semblait déjà en partie perdue ou trop difficile à soutenir. Mais je dois dire que nos appels à une solidarité concrète et matérielle continuent à avoir de l'écho et qu'il y a une conscience assez aiguë, plus aiguë, je pense, dans les milieux culturels que dans le reste de la population, ne serait-ce que parce que ce sont des milieux instruits. En ce qui concerne les Syriens, moi je dois dire que je suis éperdu d'admiration devant le courage, mais aussi la vitalité de ces jeunes artistes syriens, et je suis frappé par le fait qu'ils sont tout à fait à la page du point de vue non seulement des thèmes, mais même des médiums et des instruments qu'ils utilisent. Ce qui nous vient, notamment qui est récolté par l'association Souria Houria, Syrie Liberté, qui est une association franco-syrienne avec beaucoup d'artistes et d'intellectuels très active en France, dont je vous invite à visiter le site. Ce sont des montages ou des documentaires, mais aussi des films de fiction, aussi des dessins animés d'une force créatrice et critique assez bouleversante, je dois dire. Donc moi j'ai confiance dans la jeunesse artistique et combattante de la Syrie d'aujourd'hui.